Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro des mots et débats. Aujourd'hui, nous avons deux invités sur le plateau. Nous allons commencer par Naël Sandra Nanda. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, ça va, merci. Alors, vous êtes l'auteur de Étincelles du passé. Il y a aussi Mots Râle, donc c'est-à-dire les mots. Et puis Râle, un jeu de mots justement, qui est sorti en 2015, édition du Net. Et puis aussi Place du Troca, en 2018, c'est aussi chez édition du Net. Bah, merci d'être avec nous. Et puis notre deuxième invité, Cheryl Itanda. Alors Cheryl, un prénom féminin, mais très masculin. Oui, surtout porté par moi, voilà. Non, mais là, c'est ma part de féminité. Ouais. Non, mais c'est un très beau prénom. Alors, vous êtes l'auteur de SOS Motem, sorti en 2018, et puis aussi Enomo, sorti en 2016. Alors, merci à vous deux d'être avec nous sur ce plateau des mots et débats. Il y a donc ce projet collectif qui s'intitule Souffle équatorial, paru aux éditions d'Acre. Eh bien, on va découvrir cette œuvre collective de 9 auteurs gabonais. Voilà, commençons tout de suite avec Au fil des pages. Donc, Souffle équatorial, c'est un projet caritatif, un creuset littéraire, poétique, dans lequel il y a justement cette collaboration, sans intime, dynamique de 9 auteurs gabonais. Donc, c'est un travail qui a été certainement difficile de rassembler les œuvres, de demander, bon, tu en es où? Comment ça s'est passé justement, cette réunion d'œuvres? D'accord. Voilà. Comment ça s'est passé? Ça n'a pas été déjà si difficile que ça. Oui. Souffle équatorial est à l'initiative de Presque Grand Bungili, Oui. qui est un écrivain gabonais qui présente une scène aussi littéraire virtuelle, qui anime une chronique littéraire virtuelle qui s'appelle Un livre en live. Et il a pensé comme ça réunir des auteurs gabonais autour de plusieurs thématiques. Il a souhaité surtout créer, en fait, cette dynamique qui existait déjà sur les réseaux sociaux, en fait, entre nous, on partage déjà une vision, on partage des œuvres, on partage des manières de faire, un certain engagement. Et il s'est dit, ben, pourquoi pas sortir quelque chose de plus pensé, en fait. Finalement, par rapport aussi à la situation que traversait le Gabon, par rapport à la situation actuelle de la société mondiale. Oui. Et donc, il nous a proposé ce projet qu'on a accueilli, bien entendu, avec le sourire, avec le cœur ouvert. Et non, il n'a même pas pris tant de temps que ça. On était sur 1 mois et demi d'écriture. Oui, c'est rapide. Oui, c'est allé assez vite. Oui. Et voilà un peu, peut-être Cheryl veut ajouter quelque chose. Est-ce qu'il y avait des thèmes, Cheryl Itanda, proposés, imposés même? Oui, effectivement, on est parti sur un travail, comme le disait Naël tout à l'heure, le but était de nous réunir, mais il ne fallait pas oublier justement d'avoir d'abord à cœur l'esthétique littéraire, donc ne pas oublier la qualité. Et voilà, la qualité, ça passe aussi par des thèmes, et les thèmes ont été, on ne va pas dire imposés, ils ont été choisis par le Presque Grand Bungili qui a coordonné le projet, et chaque auteur a pu donner des productions et travailler des poèmes autour de ces thèmes. Alors justement, puisqu'on parle de poèmes, nous allons commencer par vous, Naël Nanda. Dans le regard de votre fils, que voyez-vous? On sent la première des choses quand on lit ce poème, c'est l'amour d'une mère, mais aussi l'admiration, une fierté. Bien sûr. Je voulais juste ajouter que le Presque Grand a proposé des thèmes et la plupart du temps on était d'accord. Donc c'était quand même une conception assez démocratique, même sur le choix du titre, etc. Donc je tenais quand même à le dire. Et dans les yeux de mon fils, il y a certes la fierté, mais il y a l'espoir. Dans les yeux de mon fils, il y a le souvenir de ce Gabon d'antan. Et qui dit Gabon d'antan dit aussi Afrique d'antan. Il y a le souvenir des choses simples. Il faut dire que mon fils est arrivé en France il n'y a pas si longtemps, en fait, il y a 2 ans seulement. Et donc, je me revois aussi dans les yeux de mon fils. Tout ce vécu, le bonheur des choses simples qu'on avait lorsqu'on était enfant et qui se perd de plus en plus dans la société moderne. Et
c'est tout cet espoir, en fait. Se nourrir de nos traditions, se nourrir de nos vécus, de nos jeux d'enfants. C'est aussi porter le regard vers demain. En fait, Ouais. c'est se dire que c'est ce qu'on a vécu hier qui fait notre aujourd'hui et qui construira finalement le demain de nos enfants. C'est c'est ce que dit ce poème, en fait. C'est ce qu'il y a dans les yeux de mon fils. Et justement, quand vous parlez d'espoir, dans votre poème également, Vœux au vent, là, vous parlez de paix, d'espoir, de rêve. Oui. Vœu au vent déjà pour semer en fait ce vœu que le vent l'emporte partout. On sait que le vent n'a pas de limite. Le vent n'est pas arrêté par une frontière. Oui. Le vent peut aller où il veut. On ne le voit pas, mais on le ressent. Oui. Et ce vœu-là, en fait, je l'envoie comme ça au monde. Que le monde soit plus en paix, que le monde cultive le plus d'amour possible, que le monde cultive le lien à l'autre, la rencontre avec l'autre. Parce que finalement, cette œuvre, c'est l'œuvre de la rencontre des différences, la rencontre des univers, mais aussi la rencontre du Gabon avec le monde. Oui. Alors justement, en parlant de rencontre avec l'univers, la rencontre du Gabon avec le monde, nous parlons aussi donc de l'exil. Cheryl Itanda, dans Méditation, dans votre poème, vos premiers vers commencent comme ça. J'habite ce parc, loin de ma terre, loin des miens, au pays de Baudelaire, et mes souvenirs sont en vacances. Tantôt ils prennent l'air, tantôt traînent mes idées vers l'ailleurs. On a l'impression qu'il y a un pied en France, mais votre tête, votre cœur est vers le Gabon. Oui, oui, tout à fait. On a une expression souvent au Gabon qui dit que notre placenta est plantée sous le bananier. Donc Oui. mon essence y est, et mon essence poétique aussi, parce que ça part d'abord de là. Et on est d'abord d'où l'on vient, d'une certaine façon. Et ensuite, lorsqu'on parcourt le monde, on est un citoyen de plus dans le monde. Voilà, à Paris, je suis un Parisien de plus, mais qui se nourrit de tout cela. Et effectivement, il y a ça, mais il y a ce double exil. Voilà, ce double exil qui veut qu'on est exilé en France et on pense à notre terre natale, notamment ici le Gabon, ce fond culturel qui nous manque, le côté pittoresque aussi. Voilà. Et dès lors qu'on se retransporte au Gabon, on est aussi un peu un exilé parce qu'on est parti depuis un moment. Voilà, Oui. on vient aussi de l'ailleurs parce qu'on devient un Gabonais parisien de plus au Gabon en retour. Oui. Voilà. Donc c'est ça un peu la notion de l'exil. Il y a dans d'autres poèmes, donc par exemple dans Méditation, il y a le blues de l'exilé, il y a cette façon de voir, enfin, comment dire ça, on quitte donc son pays natal pour aller voir ailleurs, pour espérer un meilleur avenir, pour avoir ce meilleur avenir. Et d'un autre côté, on sent qu'il y a ce chauvinisme, cette fierté d'être gabonais, cette fierté de décrire. Il y a certains poèmes où on décrit la terre, l'Okoumé, on décrit l'Ogoué, on sent qu'il y a une forêt vierge, dense, on sent qu'il y a une beauté dans ce Gabon. C'est ce que je lis à peu près dans tous les poèmes de Souffle équatorial. Oui, tout à fait. Chauvin. On peut dire du chauvinisme, pourquoi pas, mais je pense que le terme exact serait l'apport apporté au monde et à l'humanité, notre part aussi de culture, aussi notre vivacité. Comme j'expliquais tout à l'heure, le côté pittoresque, mais aussi le merveilleux gabonais. Parce qu'on ne va pas aider l'Équateur, le merveilleux de cette région-là. Parce lorsqu'on lit des auteurs d'Haïti, par exemple, on découvre le merveilleux haïtien. Et là, nous aussi, on a voulu emporter le merveilleux gabonais. Ça peut peut-être témoigner d'une certaine forme de chauvinisme, mais comme on le dit, on écrit d'abord pour nous et pour les nôtres, et idéalement pour être découvert par les autres. Et voilà, vous nous avez découvert et vous aimez ce merveilleux, n'est-ce pas? Oui, voilà. bien sûr. Et autre chose, quand on parle de l'exil, de ce merveilleux Gabon, donc il y a ce dépassement, on passe cette frontière. Et beaucoup d'auteurs ont écrit, justement, ont rendu hommage à ces migrants qui sont morts en pleine mer Méditerranée, qui osent passer la frontière, qui osent passer le pas, enfin faire ce pas pour aller vers l'inconnu. C'est douloureux quand on écrit, justement, quand on parle de la mort, de ces migrants qui parlent d'espoir. C'est douloureux d'écrire
de transmettre cette rage que vous avez en fin de compte? Oui, c'est douloureux. C'est douloureux d'autant plus que quand ces personnes partent, elles partent pleines d'espoir. Elles partent pour revenir. À chaque fois qu'on parle d'immigration, qu'on parle des immigrés en griffe, des sans-papiers, on a le sentiment que c'est des personnes qui partent de chez elles et elles veulent rester pour toujours en Occident, par exemple. Mais non, en réalité, dans le projet de migration, il y a le projet de retour. En tout cas, pour ceux qui sont africains, je parle même pas du Gabonais. Avant, on disait le Gabonais, quand il migre, il revient toujours. Le Gabonais n'arrivait même pas à vivre ailleurs. Parce que, oui, il y a ce côté, en fait, cette exaltation qu'on fait. Le Gabon est vraiment beau. Enfin, la région équatoriale est vraiment très belle. Oui. On a tout ce qu'il faut, en fait. Malheureusement, les situations politiques nous empêchent toujours de vivre comme on le souhaiterait. Et donc, c'est douloureux. Oui. Parce que parler d'exil, c'est parler aussi de toutes ces situations politiques, c'est les ressentir. C'est parler de cette misère qui ne devrait même pas exister. C'est parler, en fait, c'est regarder sous les yeux la beauté de ce qu'on a et se dire, mais mon Dieu, on a tout ce qu'il faut chez nous, c'est le paradis. Oui. Mais on se retrouve à aller ailleurs parce que on n'arrive même pas à profiter de notre paradis. En fait, c'est comme avoir ce miroir en face, cette société qui nous regarde à la fois tellement belle, mais à la fois difficile, en fait. Ça fait d'autant plus mal que dans tout ça, il y a les enfants. Il y a en plus donc notre demain qui est sacrifié. Et ça fait mal d'écrire dessus. Justement, quand on parle de demain, des enfants sacrifiés, je pense à l'auteur Peter Stefan Assaglé. Alors, c'est étonnant parce qu'il parle d'enfants. Alors, il y a deux histoires. Il y a cette maman qui attend son fils, ce fils qui est parti justement. Et donc elle se demande, mais est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant? Et puis il y a cet autre poème dans lequel, où c'est un enfant de 14 ans, il me semble, qui ne revient pas, qui est mort. Alors je me suis dit, mais est-ce qu'il a perdu son enfant? Je vais répondre sur Peter Stefan Stéphane sur pour le fils de 14 ans, c'est certainement ça fait 2 ans que j'attends mon fils, voilà. C'est ça. Donc je ne pense pas qu'il ait perdu son enfant. Donc là, il est plus dans ce que nous vivons tous, tous Gabonais. Depuis quelques années, c'est ce que moi j'appelle un séisme de notre histoire. C'est parce que ce qui nous maintient aussi un peu en exil, parce que certains ont écrit l'exil, c'est le contexte un peu politique de notre pays. Donc après que selon les tendances des uns et des autres, c'est pas ça le problème, mais c'est de se dire qu'en 2016, effectivement, il y a eu une actualité où il y avait des jeunes qui avaient de l'espoir, parce qu'au final, dans le souffle équatorial aussi, c'est de l'espoir que l'on veut donner. Alors, il y a eu de ces jeunes qui avaient de l'espoir, qui sont partis de chez eux en disant à leurs parents qu'ils reviendraient, mais au final, ils ne sont pas rentrés, et les parents attendent toujours ces enfants parce qu'ils n'ont pas vie de corps. Donc, c'est extrêmement douloureux. C'est extrêmement douloureux. Et ça rejoint aussi le deuxième texte. Là, effectivement, quand on parle d'exil, par exemple, là, c'est la mort. Mais lorsqu'on parle d'exil, on oublie l'exil. Il n'y a pas que l'exilé qui vit l'exil. Il y a aussi le parent. Et là, en l'occurrence, la mère. Et là, c'est la mère qui voit le détachement d'un fils qu'elle a porté pendant 9 mois, mais qui vit effectivement à l'étranger. Et voilà, et l'exil, là, il n'est plus vécu doublement. On doit peut-être le multiplier par une racine carrée pour dire que voilà, il y a cette douleur-là qui vit en éruption. Voilà. Il y a aussi dans vos textes, comme je disais, puisqu'il y a Mavioga et puis Mouette Destinée Mboga, qui parlent aussi de cette beauté du continent africain, mais il y a aussi parfois pour certains, il y a ce côté mystique, comme s'il y avait les esprits, le respect de l'ancêtre, enfin cette tradition qui pèse. Enfin, oui, on ne dirait pas que la tradition pèse, elle nous habite. Elle nous habite. Après, effectivement, dans d'autres circonstances, il y a des côtés archaïques que l'on pourrait y jeter. Mais effectivement, si on parle du souffle équatorial, si on parle de l'Équateur, surtout l'Afrique équatoriale a cette, cette capacité d'avoir, d'avoir une spiritualité très forte. Donc, et du coup, vu qu'on écrit depuis notre Équateur, et c'est notre fond culturel,
il est tout à fait normal que ça pèse aussi dans nos esprits, que cela vienne féconder effectivement nos esprits pendant qu'on écrit. Et ça ne m'étonne pas tant que ça, parce qu'au final, c'est notre réalité spirituelle, au final. Et c'est important de le mettre dans notre écriture. Est-ce que c'est difficile d'écrire quelque chose de joyeux? Oui. Je voulais juste rebondir sur la Oui. spiritualité. La spiritualité, surtout dans cette zone équatoriale, en fait, la conception même de l'humain, l'humain n'est pas juste un être de corps, c'est un être aussi d'esprit. Et quand on va chez nous, souvent on dit, en Mienais par exemple, on va dire Awironjoro. On va parler des génies, on va parler des esprits. Chez nous, on a toujours ce sentiment, et dans nos cultures, c'est tellement ancré que autour de nous, en fait, nous ne sommes pas seuls. Il y a les génies qui habitent là, il y a les esprits qui veillent sur nous, qui veillent sur les environnements. Donc, on ne peut donner au monde que ce qu'on a. Et nous, on a aussi cette part de spiritualité. Et pour parler Oui, de l'amour, l'écriture joyeuse, si, il y a une part d'écriture joyeuse quand on va dans tout ce qui est, comment dirais-je, sur les poèmes liés à l'érotisme. Mais il faut dire qu'on est quand même dans une situation, dans un contexte assez difficile. Oui, on ressent, oui. Du coup, même quand on veut être joyeux, Oui. on a du mal. Oui. Pour paraphraser Pierre Claver à Keningue, Oui. il disait l'opprimé ne rit pas, l'opprimé ne danse pas, il ne chante pas, il se bat. Donc il lutte, les armes à la main. Du coup, enfin, vous voyez un peu, quand on est dans une période d'oppression, il est difficile de se lever en rigolant, en fait. Donc, on est dans cette phase de la société où tout est... Mais ça se et nous, passe... on crache Mais partout, dans tous les pays, il y a cette période où on sent qu'il y a ce mécontentement, cette tristesse, comme si nous étions dans une période de frustration, mais dans Oui. tous les pays. Oui. Et c'est cette frustration, en fait, même involontairement, même parfois, on va dans une écriture qui démarre joyeuse, mais Ouais. on est même inconsciemment rattrapé par cette frustration, par Ouais. ce mal-être, en fait, qui veut sortir, qui a envie de naître, quoi. C'est comme le bébé, quand il doit naître, il doit naître. Ouais. Et Voyez. pour terminer cette première partie, quel est votre message chacun, justement, à travers ce souffle équatorial? Quel est votre message? Alors, on va d'abord prendre le message global, hein, parce que c'est une œuvre collective. Donc, le message global est là, 9 poètes gabonais. Le but était très simple, de montrer de manière symbolique l'unité que l'on veut faire valoir, que l'on peut souvent faire valoir, que l'on soit disséminé aux quatre coins du monde, parce qu'effectivement, les auteurs, il y en a qui sont en Amérique, en Europe ou en Afrique. Voilà. Et il fallait qu'on le montre ou qu'on le mette en œuvre, ou alors que ça se manifeste par voilà, comment des convergences d'idées, des connivences intellectuelles peuvent se regrouper, travailler ensemble et donner une synergie. Et cette synergie-là, c'est ce souffle équatorial-là, justement. Et c'est ce message-là que nous apportons, pas qu'aux Gabonais, parce que je disais tantôt qu'on écrit d'abord pour les siens, mais aussi idéalement pour être découvert par les autres. Ouais. Et c'est ça aussi notre idéal. Vous parliez tout à l'heure de douleur. C'est vrai que le contexte actuel de notre pays et même de l'Afrique, même de l'humanité, souvent Oui. nous rend écorchés et, voilà, et on donne des choses écorchées. Mais il y a cette lueur d'espoir parce qu'effectivement, on essaie de réinventer des imaginaires. Et c'est en tentant de réinventer ces imaginaires-là qu'on veut apporter quelque chose d'autre que notre quotidien qui nous oppresse. Donc voilà, le message, il est là. Et le vôtre? Le message, disons les messages parce qu'ils sont pluriels, c'est comme disait Cheryl déjà l'unité. Nous souhaitons l'unité, nous chantons l'unité, nous écrivons l'unité, mais il faut passer aussi à l'acte. Et par cette œuvre, en fait, nous avons voulu montrer que c'est possible, peu importe de là où on est, on peut écrire ensemble, on peut faire les choses ensemble.
au-delà de l'unité, c'est aussi contribuer à une œuvre caritative. Parce que souvent, on a cette tendance en tant qu'écrivain, écrire pour soi, pour ses propres bénéfices. Mais là, c'est une œuvre qui est dédiée à une bibliothèque citoyenne. Donc le Maquis Bibliothèque, une bibliothèque de Port-Gentil, Port-Gentil qui a souvent été une ville culturelle. Donc les bénéfices de la vente de cette œuvre iront pour la construction, pour le développement du Maquis Bibliothèque, une bibliothèque citoyenne gratuite ouverte à tous. Donc qui promeut les œuvres africaines. Je tenais aussi à le souligner. Un message aussi vers le monde en termes de littérature. Le Gabon existe, la littérature gabonaise existe et il y a une nouvelle génération d'auteurs qui est sur le terrain en fait, qui écrit et qui le dit. Et on a voulu aussi montrer notre part finalement. Ouais. On s'enracine au Gabon, mais on s'élève vers le monde. Nous sommes là et on aimerait vous rencontrer. Ben, merci beaucoup pour cette première partie d'émission. Merci beaucoup Naël Nanda et puis Chérie Litanda. Nous allons passer à la partie plus personnelle, carte sur table. Alors Naël Nanda, vous êtes enseignante en psychologie, mais également slameuse. Alors là, vous passez donc de l'écrivaine qui va parler oralement, donc de l'écriture à l'oralité en fin de compte. Et qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'il y a ce contact donc oral avec les mots, avec la gestuelle, et puis aussi ce contact avec le public lorsque vous slamez? Est-ce que j'ai une préférence? Oui. C'est difficile de dire que j'ai une préférence parce que les deux univers sont connectés. L'un sert l'autre. Donc dire je préfère la partie orale, mais la partie orale se nourrit de l'écrit. Oui. Donc je vais dire je préfère les deux. Mais j'adore le contact avec les gens. J'aime partager ce que j'ai écrit dans le secret. Le slam a cette particularité d'être un art de partage. Sortir le mot endormi, l'éveiller pour éveiller les êtres. Donc j'aime les deux. Oui, en fait. Oui, ça se complète. Oui, ça se complète. Et vous, Chérie Litanda, vous êtes donc pas slameur, mais attention, vous organisez bien sûr des soirées poétiques et musicales. Alors, vous mettez votre texte en musique et vous êtes aussi face à un public. Oui, disons que je ne suis pas slameur, mais c'est la première fois que je vais le faire et je vais tester. J'ai l'habitude de dire mes propres textes. Oui. Voilà. Aujourd'hui, je le fais, c'est pour, comment dire, on va sur le débat un peu de la poésie. Aujourd'hui, certaines voix s'élèvent en disant que la poésie est une forme assez éculée, elle ne se lit pas... C'est fin, de toute façon, elle ne se lit pas autant que le roman, par exemple, et les ventes de livres poétiques ne sont pas aussi hautes que les ventes des romans. Et aujourd'hui, voilà, la première mission de cela, c'est de proposer une autre lecture de la poésie. Voilà. Effectivement, il y a la poésie que l'on écrit, même si elle est assez attractive, qu'on peut la lire. Vous avez lu Souffle équatorial, vous voyez, ça va très rapidement. Mais il faut aussi aller vers ces personnes qui peut-être ne lisent plus des recueils poétiques parce que, pour certaines raisons, de leur montrer que la poésie peut s'exprimer d'une autre manière. Et c'est pour ça que j'organise justement des événements, des lectures musicales accompagnées. Oui. Et c'est toujours dans cette optique, cette idée que nous avons toujours de connivence et de convergence. Parce que je ne suis pas seul, j'ai aussi des musiciens qui travaillent avec moi, dont un Sénégalais, la danseuse qui est sénégalaise aussi, et un autre musicien qui est burkinabé. Donc voilà, ça fait une belle carte de l'Afrique comme ça, et il y a un beau souffle culturel. Mais est-ce difficile, que ressentez-vous plutôt lorsque vous êtes face à un public vivant où on voit les émotions qui passent dans les yeux? Parce que là, lorsque vous écrivez, vous êtes seul face à votre table, devant votre feuille. Personne n'est là pour vous dire non avec une émotion en train de vous regarder. Mais là, il y a des gens qui sont vivants devant vous. Que ressentez-vous? Moi, personnellement, c'est là où tout prend son sens. Je vais de principe, enfin, pour paraphraser la Bible qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. » Tout ce qui a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole.
En fait, c'est le moment où on sent la vie naître. Le mot qui était, je le dis souvent endormi parce que le mot n'est pas mort, le mot qui était endormi prend vie chez les gens. En cela, on dit claquer. Ouais. En fait, quand on voit qu'un mot peut illuminer quelqu'un, qu'un mot peut, ou une phrase, un vers peut faire pleurer quelqu'un, une phrase peut faire rigoler. En fait, les mots peuvent tout. La parole peut tellement de choses, en fait. Tout se fait par la parole. Et donc, c'est carrément la réalité de ce qu'on lit parfois, en fait, dans la Bible, enfin, etc. Et je comprends mes ancêtres, finalement, qui avaient tout misé, pas tout peut-être, parce qu'on a toute l'Égypte ancienne qui écrivait, mais qui avaient misé gros sur la parole, sur l'oralité. L'oralité est vie. Et vous, Cheryl? Alors, Nayel, elle a tout dit parce qu'elle est plus experte que ça fait des années qu'elle se lave. Alors moi, disons, c'est un autre lieu de l'action pour moi parce que contrairement à Nayel, elle, c'est son tout. Elle est vraiment musicienne. Moi, je ne suis pas forcément un musicien. J'aime dire j'aime déclamer la poésie. Et là, j'utilise aussi la musique, les musiciens et des instruments pour ajouter quelque chose à cette présentation de la poésie. Et du coup, moi, je le vois plus comme un autre lieu de l'action, effectivement. Donc, moi-même aussi, je suis autant transporté que ce public, j'imagine. Il découvre, le public, il a lu certainement les textes, et lorsqu'il les découvre d'une certaine manière, je pense qu'il est assez ébloui. Et moi aussi, je suis ébloui de découvrir mon propre texte en le jouant, parce que chaque soirée ne se ressemble pas. On ne lit pas le même texte de la même façon, le même vers, on ne lit pas de la même façon. C'est palpitant, et voilà, et ça permet de garder les pieds sur terre, de rester poète, parce qu'au final, c'est ça la poésie. Voilà, il faut être un ménestrier, si on peut le dire, et c'est que de faire dormir la poésie dans les livres, on la partage au public. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Et là, ça on touche à la fin de l'émission, mais ne vous inquiétez pas, il y a d'abord cette dernière partie qui est très intéressante, c'est le coup de cœur. Alors pour ce coup de cœur, quel est l'auteur, l'écrivain qui vous a bouleversé, qui vous a ému dernièrement, ou il y a longtemps, ça vous a marqué? Alors Naël, Nanda, pour vous, c'est J'ai parlé de comment faire tomber un dictateur. de Popovic, comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes. Cette œuvre-là, lorsque je l'ai découverte, j'entendais déjà parler pas mal, il y a quelques années déjà, mais je l'ai relue et je l'ai redécouverte. Elle apporte tellement d'éléments en fait sur comment faire tomber un dictateur. Parce que parfois on a le sentiment d'être insignifiant. On se dit mais je ne peux rien, nous ne sommes pas nombreux, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Mais il y a tellement de clés dedans. Déjà, il faut se dire que c'est possible, que ce qui a été fait, ce qui s'est passé chez les autres peut se faire chez nous. Il faut oser l'unité. Il faut utiliser, tout à l'heure vous parlez du rire, il faut utiliser le rire, en fait, l'humour, l'art. Et là, je sens toute ma place, je me dis, donc mon art est utile aussi pour libérer mon pays, libérer mon continent. En fait, il y a tellement d'éléments et c'est mon coup de cœur actuel, en fait. Voilà. Et vous, Cheryl? Alors moi, je parlerai de Rage de vivre, de René de Pestre, qui est une anthologie de ses textes de 1945 à 2005. Ça fait 60 années de poésie. Alors pourquoi j'ai choisi Rage de vivre? Parce que je suis incapable aujourd'hui de choisir parmi plusieurs recueils de René de Pestre. Donc du coup, je préfère l'anthologie en elle-même, sinon j'en aurais cité 5. Étincelle, gerbe de sang, clarté de végétation de clarté, le minerai noir, voilà, et tout ce traduit du grand large. Donc je ne voulais pas les citer, je pouvais prendre cette anthologie. Et pourquoi cette anthologie? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui m'a bouleversé justement dans cette anthologie, c'est qu'en 60 années, on arrive à voir l'évolution d'un poète. Ce côté remuant justement du poète qui est
toujours insatisfait, ce qu'on appelle l'insatisfaction métaphysique. Voilà, le monde qui l'entoure. Et avec René Depestre, ça se sent très rapidement, que ce soit dans son premier recueil Étincelle, je pense qu'il avait 19 ans, en 45, à 46, ce qui a suivi, il a pris part à la destitution de Lescott. Voilà, donc du coup, on sent vraiment ce poète qui a baigné à toutes les révolutions. Comme il le dit lui-même, hein, c'est un animal marin, il a baigné dans tous les océans, que ce soit la révolution cubaine, donc il a fréquenté Castro, Guevara, que ce soit en France, d'ailleurs, les luttes anticolonialistes, il a été expulsé de France, il est allé en Tchécoslovaquie, et là il était pro-Staline et pro-communiste. Il s'est rendu compte qu'il y avait des limites, il a combattu tout ça là-bas, il était expulsé aussi de Tchécoslovaquie, il est allé au Brésil justement se faire des formations de guerrieros, ça l'a emmené à Cuba. Et le plus important là est de se dire, il est peut-être un peu plus proche aussi de ce que les jeunesses africaines vivent aujourd'hui au final. C'est qu'on est vraiment, comment dire, on est oppressé par un certain nombre de problématiques. Ce sont peut-être plus les mêmes problématiques parce que à ces feux aussi, il faut ajouter le combat de la négritude aussi, parce que voilà, il a combattu pour la négritude. Même si après, voilà, il a quitté la négritude, mais c'est de se dire, malgré tout ça, malgré tous ces combats, toutes ces luttes, toutes ces révolutions, il a fini par offrir au monde poétique et même au monde en tout entier, une certaine forme de tendresse, une certaine forme de beauté, voilà, une façon de regarder le monde, ou la femme, hein, de regarder les courbes de la femme, ce qu'il appelle la rotation du merveilleux féminin, et nous offrir ce style qu'on appelle l'érotisme solaire. C'est propre à René Depestre. Donc voilà, un révolutionnaire dans sa propre vie, un grand poète qui a été brûlé par tout ça, mais voilà, qui nous offre au final de l'amour, de l'érotisme, de la tendresse et de la beauté. Et c'est ce qui rend voilà, très particulier cette anthologie pour moi. Très bien, merci beaucoup à vous deux, Naël Sandra Ananda et puis Cheryl Itanda, merci beaucoup de nous avoir présenté donc vos coups de cœur, mais aussi le souffle équatorial, voilà, aux éditions d'Acre, ou paru chez d'Acre Éditions. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Et puis quant à vous, mes chers complices, eh bien on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres auteurs bourrés de talent. Comme d'habitude, merci de votre fidélité, au revoir et à bientôt.